Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 125. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast, fier membre du réseau Evergreen Podcasts. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcast.com. Mon invité aujourd'hui est mon vieil ami Alexandre Tchetverikov. Alex est le vice-président exécutif du groupe LVMH en Russie. Il est également DG de LVMH Parfums et Cosmétiques et Parfums Christian Dior en Russie et le CEI. Dans cette conversation avec Alex, nous discutons de sa passion pour le rugby, une passion partagée, l'évolution du luxe et les tendances à l'avenir, le marketing du luxe, la présence du luxe en ligne, ainsi que l'importance de la raison d'être dans ce secteur. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission avec Alexandre Tchetverikov. Et Alex Tchetverikov. Fut un temps, on se connaît depuis combien de temps, mon Dieu? On s'est rencontrés dans une pizzeria sur Paris. On est devenus grands amis à l'INSEAD et on se connaît intimement depuis. C'est un grand plaisir, enfin, de pouvoir t'inviter. J'y ai pensé beaucoup avant, Alex. Dans tes mots, comment souhaiterais-tu te présenter? Alexandre Tchetverikov, déjà, et ami de Minter Dial depuis... Est-ce qu'on donne le nombre d'années? Oh, c'est des décennies, c'est clair. Voilà, c'est en décennies que ça dit. Ça va bien. On va bientôt tourner la troisième décennie de notre relation intime. Qu'est-ce que je peux dire sur moi rapidement, puisqu'on n'a pas non plus trop le temps de s'apesantir. Nous, on s'est connus à l'INSEAD, mais avant l'INSEAD, j'ai un parcours un peu particulier. Je suis d'origine de l'Union soviétique. Je suis né à Kiev. Je suis français. Je suis devenu français parce que j'ai émigré en France en 68. Je suis français et j'ai fait mes études en France et je suis devenu ingénieur. Donc j'ai une formation d'ingénieur à la base. Travaillé quelques années en Italie pour la Fiat, ensuite Shell en France, et ensuite c'est là que je suis parti à l'INSEAD que je t'ai rencontré. Et après l'INSEAD, la carrière, comme quelquefois l'INSEAD permet de le faire, les business schools permettent de le faire, m'a fait évoluer vers d'autres directions. Ça a commencé par Coca-Cola à Vienne et puis ensuite le lancement de Coca-Cola en Ukraine. En 93-94. Je suis parti de Coca-Cola ensuite en 97 pour rejoindre Diageo en Russie où j'étais directeur commercial. Ensuite, je suis revenu en France. J'ai travaillé quelques années dans le field marketing, une filiale du groupe Omnicom, et ensuite un peu de start-up. Et je suis revenu te revoir chez L'Oréal en 2003. Et là, je suis reparti en Russie dans la division coiffure, tu étais aussi. Lancé une petite marque qui s'appelait Matrix. Et ça s'est bien marché. Et ensuite, après ça, en 2007, je suis parti toujours pour L'Oréal et toujours pour la coiffure en Corée pour prendre la division. Et ensuite, en 2011, j'ai quitté le groupe L'Oréal et j'ai rejoint le groupe LVMH. Pour prendre le poste de PDG ou CEO des parfums et cosmétiques du groupe LVMH pour la Russie, l'Europe de l'Est et l'Asie centrale. En fait, ça correspond en fait à la Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan et l'ensemble des républiques qui sont à l'Est. Compris la Biélorussie, la Moldavie, puis tous les stans qui existent, l'Arménie, ça exclut évidemment la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie. Voilà. Et en 2017, tout en conservant cette dernière fonction, le groupe m'a demandé de prendre la présidence du groupe LVMH en Russie. Donc, je continue à avoir cette double casquette. Une casquette très opérationnelle, directe sur les parfums et cosmétiques, et une casquette beaucoup plus large sur le groupe, sur toutes les activités du groupe LVMH en Russie. Voilà comment je peux me présenter, en tout cas professionnellement. Oui, mais quel parcours, en fait. Tu passes de la voiture et des camions au grand luxe, passant par
l'entrepreneuriat, dernier Coca-Cola du monde, et, comment on dit, et les shampoings, et la couleur pour les cheveux, vraiment un parcours exceptionnel. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce qui définirait ton succès? Comment tu arrives à faire un tel parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à briller de cette manière? Au début, il y a vraiment deux voies différentes, hein. Il y a la partie ingénieur. Moi, je suis né dans une famille qui était d'ingénieurs. Ma mère est ingénieure, mon père est ingénieur. Donc, je voulais toujours être technicien, enfin technique, scientifique. Je rêvais d'être cosmonaute, d'être pilote. Et donc, j'ai fait ingénieur comme tout le monde de ma famille le faisait. Donc là, je ne rêvais pas vraiment de carrière. J'avais une vision un peu plus poétique, un peu d'artagnanesque de la fonction. Puis ça m'a amusé beaucoup moins que je le pensais d'être ingénieur, la lenteur des choses, pas d'impact direct, c'était pas vraiment moi. Et ensuite, effectivement, il y a ce que j'ai pu faire après l'INSEAD. Donc l'INSEAD là-dessus a joué un très grand rôle d'ouverture des écoutilles, d'ouverture des frontières, d'horizons, de discussions avec des gens qui venaient de pays très différents et surtout qui avaient fait des choses différentes. Et ce contact, c'est même beaucoup plus important que ce qu'on apprend à l'INSEAD. C'est plus vraiment ce que les gens te racontent. Et ensuite, comment on se met à niveau. Hein, et c'est une tournure d'esprit. Donc après l'INSEAD, je ne peux pas dire que je dirige vraiment ma carrière parce que c'est aussi fait de gens qui viennent, qui te demandent de faire quelque chose et un choix à un moment ou à un autre. Donc j'ai toujours eu des choix, pratiquement toujours eu des choix. Et j'ai pris des choix, un certain nombre de choix. Par exemple, l'un des premiers choix que j'ai fait, je n'ai pas voulu être consultant. Alors que on m'a proposé d'être consultant, je devais rentrer chez Bain à la fin de l'INSEAD. Et finalement, entre Bain et Coca-Cola, j'ai préféré prendre l'industrie plutôt que de prendre le conseil. Bien ou pas bien, ça, on ne peut pas revenir en arrière, mais je vais toujours aimer construire quelque chose. Plus faire moi-même que d'être dans le conseil où on voit des choses différentes, très intéressantes d'ailleurs, mais de façon l'une à la suite de l'autre, sans peut-être voir la fin. C'est toujours des projets. Et puis l'expérience en Ukraine avec Coca-Cola m'a permis aussi de montrer, de regarder des choses que je n'avais pas pu faire ailleurs, c'est-à-dire de bâtir une stratégie. J'avais vraiment les coudées libres, les coudées franches à cette époque-là, et de lancer vraiment une start-up. Hein. Coca-Cola, ça a l'air d'un très grand groupe, mais quand il n'est pas implanté quelque part et que personne ne connaît le produit, ce qui était vraiment le cas en 92-93 en Ukraine. Tout le monde connaissait Pepsi, mais personne ne connaissait Coca-Cola encore. C'est vraiment une aventure. Et là, ça m'a intéressé de construire quelque chose, de mettre en place une idée, une vision, ensuite une stratégie et ensuite l'exécution. Ça, c'est toujours ce que j'ai aimé faire. Donc ça, j'ai fait quelques années. Et puis ensuite, l'évolution et le parcours, ça fait aussi de ce que les groupes peuvent te proposer ou ne pas proposer. À un moment, tout n'est pas un paradis. C'est-à-dire, on peut se dire, on rentre quelque part et au bout de quelques années, au bout de 3 ans, bravo, vous allez maintenant partir au Brésil et puis ensuite vous allez faire un peu de Chine et puis ensuite les États-Unis, bien entendu, monsieur. Mais en fait, ça se passe pas toujours comme ça. Et chez Coca-Cola, qui était en plus, j'étais un bottler de Coca-Cola, ça s'appelait Coca-Cola Mathilde, n'avait pas suffisamment de filiales dans le monde pour me proposer une telle carrière. Donc, je suis parti de moi-même pour aller rejoindre un groupe mondial, qui était Diageo, qui pouvait me permettre de faire ça. Diageo, ça aurait pu être très intéressant, seulement quand je suis arrivé chez Diageo, c'était le jour de la fusion entre deux groupes, qui étaient le groupe Guinness et le groupe Grand Métropolitan, qui ont fusionné. Et donc évidemment, quand on a des fusions, on a des contractions ensuite, et les gens qui viennent de rentrer, ils en font un peu sont un peu les victimes. LIFO, last in, first out. Exactly. Donc, je suis rentré en France. Bon, en France, il est clair que la situation pour quelqu'un qui a fait déjà pas mal d'années à l'étranger, ce n'est pas si simple que ça. Et puis, je commençais à avoir une sorte de tag russe sur le front, qui fait que j'ai fait des choses assez intéressantes, j'ai appris, mais c'était un peu la stagnation. D'où le retour en Russie et de nouveau une croissance très intéressante avec L'Oréal et ensuite avec LVMH. À partir du moment où je suis rentré chez L'Oréal, je suis déjà plus rentré dans une sorte d'industrie qui était plus spécifique. J'ai arrêté de changer complètement. Comme tu disais, entre le camion et le luxe, il y a une grosse différence. Entre L'Oréal et LVMH, il y a
il y avait finalement assez peu de différence. On est à peu près, on va dans la même direction, dans le même grand cercle, dans le grand ensemble. Et ensuite, l'évolution, c'est ensuite les gens, l'accord que j'ai ou pas avec l'entreprise dans laquelle je travaille. Toi, tu sais bien de quoi on parle, de quoi je parle. Les propositions qu'on fait et d'autres propositions qu'on fait autour. Une fidélité, oui, mais une fidélité aussi qui est basée sur ce que je veux faire et je veux m'amuser pour moi, faire des choses intéressantes pour moi qui me passionnent. Et me retrouver avec le groupe LVMH par la suite, ça donnait la possibilité de rentrer dans un univers qui était à la fois proche de celui que j'avais fait, parce que c'était les parfums cosmétiques, mais surtout cette opportunité, je ne serais peut-être pas resté d'ailleurs en Russie aussi longtemps que ça, si on ne m'avait pas donné cette opportunité il y a 4 ans, 5 ans maintenant bientôt, d'élargir le scope et de travailler autant de passer du temps à m'occuper de parfums que de m'occuper de malles, que de m'occuper d'hôtellerie, d'avions, de yachts et évidemment de fashion, etc. Donc on a énormément de lignes de business qui sont très différentes, qui font que c'est intéressant pour moi, que je m'ennuie pas. Voilà. Pour t'avoir connu, j'ai toujours eu cette impression que le luxe te convient bien. J'ai aussi un souvenir de ta connaissance du jazz qui m'a bluffé dès le premier rencontre. Et aussi, on a un autre équipe qu'on partage, c'est une passion pour le rugby. Et, et j'étais en train de penser à ça quelque part en Russie. Il y a du rugby, la Géorgie peut-être un peu plus. Et être un rugbyman, pour moi, c'est synonyme de lever les manches et plonger dans la boue. Il faut y aller dans l'opérationnel. Mais je voudrais te citer quelque chose que tu m'as dit il y a 7 ans. Tu me l'as écrit, je l'ai gardé. Tellement j'ai été frappé par ce que tu as dit. Donc, je vais te le reciter et je voudrais en discuter avec toi. Tu as dit, Minter, fais attention. Il y a 2 écoles de rugby. Celle qu'on aime en voyant jouer les All Blacks, faite de vision de ce jeu, la haka, ne jamais lâcher le ballon, toujours soutien, de stratégie, de talent individuel au service du collectif, de préparation, de conditions physiques, de bonne agressivité. Et l'autre, celle qu'on aime moins, mais qui reste si populaire en France, c'est le rugby des clochers, où la troisième mi-temps est plus importante que le match, où la stratégie est faible, où le courage consiste à laisser l'adversaire sur le tapis, sans que personne le voie, dans une mêlée ouverte, par exemple. J'ai l'impression que... ça oui. J'ai l'impression que tout le monde aime le rugby des Blacks, mais tout le monde ne veut ou ne peut pas y jouer. Comment tu réagis par rapport à ça? C'était vrai dans les années 80, je pense. C'était l'époque de Sella, de Papa Rambord, des frères Spanghero. C'était ça, c'était l'époque où on jouait un rugby qui n'était pas professionnel. Et quand on joue un rugby qui n'est pas professionnel, c'est difficile d'avoir une stratégie parce qu'on arrive sur un terrain boueux le dimanche, on s'est à peine exercé, on sort, l'un qui est électricien, l'autre est dentiste, le troisième est médecin, etc. Comme au Pays de Galles, à l'époque du Pays de Galles où il y avait vraiment un JPR. Exact, JPR. Et puis maintenant, avec le professionnalisme du rugby, je pense que ça a disparu. Puis j'ai peut-être dit ça, effectivement, il y a ces 2 écoles de rugby qui existent et il existe toujours une école qui est l'école des mêlées fermées, où il y a de l'agressivité, moins maintenant de coups de poing parce que c'est fini, les gens se font expulser pour ça. Mais il existe aussi, dire que j'aimais beaucoup, comme j'étais 3/4 ou arrière, comme toi, j'ai toujours aimé ce qui était pur, le contournement, la fluidité. Et en fait, j'aime de plus en plus, et plus tard quand j'ai joué encore vers 35-40 ans, j'ai encore joué, ce que j'aimais de plus en plus, c'était le contact et le plaquage, le côté agressif, la dureté du jeu, l'impact, la mêlée, la mêlée fermée, le grattage, ce truc-là, ça m'a beaucoup plus plu après qu'avant. Avant, je voulais juste courir et marquer un essai. Après, j'ai voulu aider les autres, contribuer et être un rouage dans une équipe et pas seulement celui qui marque et qui crie « ouais, c'est moi qui ai marqué ».
Donc ça, et puis par contre, je continue à penser que les All Blacks, effectivement, c'est la meilleure équipe du monde, c'est la plus belle équipe du monde. C'est une équipe qui est fabuleuse à voir jouer, avec des ballons qui sautent de temps en temps. Et ceci dit, l'équipe de France, telle qu'elle a joué cette année, l'année dernière, bah, c'est quand même pas mal non plus, hein, avec la balle qui vole de tous les côtés. C'est superbe, avec des improvisations aussi, peut-être avec un peu plus d'improvisation parfois que dans le rugby black. Maintenant, parce que le rugby black, on a l'impression que toute l'équipe est en train de jouer le même jeu qui est basé sur plein d'options. Et dans le rugby français, il reste toujours ce côté un tout petit peu gascon, quasiment, dire je vais faire un truc. Je pars au ras de la mêlée. Là, le flair français. Ce qu'on dit, le flair français. Il reste un tout petit peu de ça que j'adore, parce que ça me soulève à chaque fois. C'est une émotion incroyable de voir le rugby. C'est des bonnes perspectives pour 2023. Oh oui. Oh oui, il faut France. J'y serai, c'est sûr. Il faut que j'achète des billets d'ailleurs. Ouais, voilà, et qu'on y va ensemble, j'espère. Donc voilà, pour parler de rugby, il y a, je pense, quand on est rugbyman, ça apporte des valeurs. Et je me demandais combien tu penses que le rugby dans ta vie t'a impacté dans ta vie professionnelle ou pas du tout? Directement, j'y ai jamais pensé, mais c'est vrai que ce que j'aime plus le rugby que le football. Ça veut dire que j'aime jouer collectif, voilà, et que j'ai toujours considéré qu'on devait on travaillait en équipe, mettre en avant les équipes. Il y a des choses, qui m'ont marqué aussi, même quand je reviens à l'INSEAD. Je me rappelle tu te rappelles le premier cas qu'on a eu à étudier le premier soir quand tu arrives à l'INSEAD, on nous fait la présentation, tout est cool, tout le monde est content parce qu'on a été admis. Et puis là, ils te disent, bon, maintenant c'est bien, c'est fini la rigolade. Et vous voilà le case, voilà les groupes qui sont marqués là au tableau derrière. Et vous allez travailler ce case et vous devez le rendre pour demain matin. Et ça m'a marqué beaucoup plus tard, parce que j'étais dans un groupe où il y a, comme d'habitude, très mélangé. Il y avait une jeune femme qui était là, qui s'appelait Julia. Non, c'est pas Julia. Tu te rappelles notre amie anglaise qui avait une coupe un peu au carré comme ça? Est-ce que c'est Julia? Il y avait une Julia. C'est pas Dawson, mais c'était une autre. Oui, d'accord. Et qui était brillante. Elle était consultante quelque part. Et donc évidemment, c'était un petit groupe qui était formé, mais on s'est pris tout de suite de bec. On s'est pas entendu avec elle du tout. Évidemment, moi, comme un coq, je voulais me mettre un peu en avant, avoir mes idées, parce que je voulais poser les questions aux autres. Et puis Julia, elle disait non, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. En fait, elle avait tout à fait raison. Elle avait la solution, parce qu'elle l'avait déjà fait. Par contre, sa méthode n'était pas bonne, parce qu'elle ne posait pas la question aux autres, elle imposait. Et moi, je voulais que les autres interviennent. Non, ça n'a jamais marché. Après, j'ai réfléchi, j'ai dit, c'est dommage, j'aurais dû en fait céder, lui dire, prends le leadership, puisque ça aurait solutionné les choses, et comment on peut t'aider? Comment on peut t'aider pour faire un meilleur cas? Mais à cette époque-là, je ne savais pas qu'elle avait raison encore. Je n'avais pas compris, c'était le premier jour. Et elle ne l'avait pas convaincu. Alors après, petit à petit, avec l'expérience, quand on commence à travailler, on voit que dans un groupe, il y a des gens qui ont une bonne idée, à un moment donné, ils font partie de ce groupe, donc il faut les laisser s'exprimer, il faut les aider, parce que tout le collectif va en voir les bénéfices. Et je pense que ce qui est aussi une des valeurs du rugby, on n'aime pas les gens, normalement, qui se mettent trop en avant. Il peut marquer un essai, mais il n'y a pas de Ronaldo, il n'y a pas de Messi, il n'y a pas de Mbappé au rugby. Même s'il y a eu un Jonah Lomu qui marquait des essais merveilleux, c'était l'effort d'une équipe. Il était juste à la conclusion d'un mouvement entrepris par l'équipe. Et c'est pour ça que j'ai toujours pensé, plus que je construisais, plus je travaillais, qu'il fallait travailler dans cet esprit d'équipe tout constamment et faire grandir les gens autour de soi et avoir chacun qui contribue plutôt que de développer une vedette. C'est vraiment quelque chose que je vois de plus en plus être évident chez moi dans ma façon de travailler. Laisser aussi de l'initiative, le flair français peut-être, si on regarde ça, laisser de l'initiative aux gens. Je n'aime pas non plus surtout les plus jeunes qui arrivent. À un moment donné, il y a des jeunes gens qui arrivent avec plein d'idées nouvelles et qui commencent à avoir suffisamment d'expérience pour avoir raison. Et certainement plus raison que moi.
Et c'est un plaisir, en fait, de les exprimer, mais expliquer aux autres et bâtir une masse qui va aller vers l'avant comme ça et travailler sur une idée, faire un bon projet. Voilà. Ça reste toujours. Et je pense aussi que si on parle All Blacks, c'est marrant ton truc de rugby, c'est intéressant. Si on parle All Blacks, c'est quelque chose qui se perpétue. Maintenant, je suis 10 ans à la tête de Seldico, la société de parfums et cosmétiques en Russie. Ça fait 10 ans que je guide ça. Ça fait 10 ans que j'ai pu améliorer l'équipe, je pense. Il y a des éléments qui n'étaient pas très bons à une époque. Il y avait pas qu'ils n'étaient pas compétents, mais des gens qui n'étaient pas éthiquement corrects, par exemple. Quand je suis arrivé, ils sont partis. Et un groupe s'est formé. Et le groupe est bon, vraiment très bon, de gens très compétents. Et 10 ans après, j'en vois les résultats parce qu'on est toujours les meilleurs. On a toujours des résultats excellents. Mais ces résultats sont faits aussi le fait que petit à petit, l'équipe s'est constituée. Beaucoup travaillé aussi pour créer des liens entre les équipes. J'organise des sorties, mais vraiment des sorties pas simples, juste aller au restaurant, mais des sorties lointaines pour découvrir par exemple le territoire sur lequel on est. Et comme les équipes russes aident les équipes kazakhs de temps en temps, par exemple les équipes kazakhs ont fait un voyage au Kazakhstan pendant 3 jours, on visite les points de vente. Alors le Kazakhstan c'est pas le meilleur exemple aujourd'hui, mais on est allé en Arménie par exemple il y a un an, où on est allé au bord du lac Baïkal. On a fait une expédition sur le lac Baïkal et c'était formidable. En La Hongrie, communauté. Non, ça c'est Baïkal. Baïkal, c'est Irkoutsk, c'est au milieu de la Sibérie. Ah, d'accord. Milieu de la Sibérie, c'est un lac qui est gelé, et c'était formidable de travailler le collectif comme ça, d'entendre des gens, parce qu'ensuite on le voit à quel point mes collaborateurs se font confiance grâce à ça. C'est un grand pays, la Russie, en effet. Ça me fait penser, il y a quand même le sujet de la politique. Et dans le monde occidental, on dit il y a 3 sujets qu'il ne faut jamais aborder au travail, dans la politique. En Russie, en tout cas, la Russie est dans les actualités tout le temps en Occident. Est-ce que les mêmes règles de n'en pas parler sont pratiquées en Russie? Parce qu'en fait, j'imagine combien ça doit peser quand même, tout ce qui se passe en Ukraine, ton pays natal et tout. Oui, personne en fait n'en parle beaucoup. C'est une réalité, et dans le pays, la population peut dire un tout petit peu fataliste en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, c'est tout. Alors pas en Ukraine, parce que je m'occupe aussi de l'Ukraine, donc j'ai les 2 chapeaux. En Ukraine, il y a quand même beaucoup plus de présence et d'implication. Il y a des avis. Il y a vraiment des avis qui peuvent être divergents d'ailleurs, pas seulement entre l'Est et l'Ouest. Évidemment, l'Est, si on va à Donetsk, on va avoir une population qui est peut-être plutôt pro-russe, mais pas forcément à 100%. À l'Ouest, beaucoup moins. Mais à Kiev, on a des divergences. On a aussi des différences de langue. Il y a beaucoup d'Ukrainiens à Kiev qui parlent dans toute l'Ukraine, qui parlent russe. Oui. La majorité de la population continue à parler russe au quotidien là-bas. Mais il y a une formation d'un pays, les choses. Et donc là-bas, on en parle plus. En Russie, ce sont des sujets qui ne s'évoquent pas. Les gens n'ont pas l'habitude en Russie de parler de politique. Quand on sort, on parle jamais de politique. C'est parce que c'est un sujet sur des sujets sur lesquels et alors. Et alors, en France, on peut dire oui, Macron, Pécresse, etc. Zemmour. On aime bien critiquer. Voilà. On a toujours des avis. Là-bas, et alors? Et puis le système politique est un système très fermé qui est concentré autour du Kremlin. Il est très difficile à décoder, très difficile. Les journalistes généralement occidentaux ne le décodent pas du tout. Ils travaillent sur du superficiel, qui est des apparences, en oubliant une chose principale. Même à l'époque des tsars, le pouvoir se tenait toujours dans une petite cour, dans le Kremlin, de gens très très proches qui décidaient, et ça a continué comme ça. Le pouvoir est décidé vraiment dans un petit cercle, et ce n'est pas du tout les ministres qui décident ni rien, c'est un petit cercle, mais de gens qui peuvent avoir des avis différents. Là-haut, voilà. Et donc, comme personne n'a accès à ça, donc comment peut-on émettre quelque opinion que ce soit? Mais cependant, le « et alors », c'est dans le planning.
Parce que si tu dis, voilà, j'ai un budget pour cette année de X, bien, ça dépend de quelques événements. Donc là, il y a un brouillard sur l'horizon. Ça pourrait, si oui, si non, et puis qu'est-ce qu'on va faire, les contingences, si ça passe d'un côté et de l'autre. En tout cas, c'est ce que j'imagine si vous êtes en train de parler de l'Ukraine. Et je n'ai pas envie d'avoir une polémique autour de ça, mais ça doit être quand même compliqué de planifier quand on a ce genre de nouvelles ou possibilités de nouvelles sur l'horizon. Oui et non. Oui et non. Si c'était un contexte industriel, peut-être plus. Si on parle de gaz, la fermeture d'un gazoduc, ça a un impact énorme. Dans ce cas-là, effectivement, il faut mettre des options et ça a un coût énorme et ça a des conséquences financières énormes. Nous, on est une entreprise de biens de consommation. Les gens continuent de consommer. Donc, évidemment, s'il y a une guerre, comme tu dis, s'il y a une guerre, dans ce cas-là, les gens ne continueront pas à consommer. Dans ce cas-là, le plan que tu as mis en place n'est plus juste fonctionnel. C'est pas la peine de penser midi à 14h et de faire 50 millions de scénarios. Il y a un scénario où il n'y a pas de conflit. Il peut y avoir des tensions, plus ou moins graves. Mais dans ces tensions, les gens, le matin, ils se lèvent, ils vont au travail. Et puis, le soir, ils passent dans un magasin et ils s'achètent un produit de beauté, par exemple. Et ça continue comme ça. Les grandes questions sur lesquelles il faut, qu'on doit planifier, par contre, c'est les impacts de taux de change. Mais de nouveau, les impacts de taux de change, c'est juste une question de ligne de profitabilité ou pas de moins de profitabilité ou de plus de profitabilité. De nouveau, c'est bon. Après, il y a les augmentations de prix, donc pouvoir d'achat, oui, évidemment, on le voit. Mais c'est des scénarios finalement assez faciles à mettre en place. Je suis toujours plutôt partisan de faire des choses simples. Et par exemple, quand on a eu le Covid, ça, c'était vraiment c'est plus compliqué. Le Covid était beaucoup plus compliqué que ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, le Kazakhstan en ce moment, beaucoup plus compliqué. Parce que là, on peut avoir un scénario, on a soit ça s'arrête, soit ça s'arrête pas. Et donc là, il y a pas mal d'entreprises qui ont fait mais qui faisaient un scénario par jour. Ça, c'est inutile. C'est inutile. Nous, on a fait un scénario qui était basique. J'ai fait 2 scénarios. J'ai fait un scénario haut et un scénario en bas. C'est une fourchette, comme les fourchettes de négociation dont on a beaucoup parlé à une époque avec Dedrix. C'est une fourchette dans laquelle tu travailles et c'est tout. Et à un moment, tu te penches plus vers l'un côté et de l'autre côté et tu ajustes. Une question de variable d'ajustement. Génial. Donc, I'm Ken Harbaugh, host of Warriors in Their Own Words, a podcast that presents the unvarnished, unsanitized truth of what we have asked of those who defend this nation. As a country, we need these stories more than ever. Stories from Americans who have borne the battle, including 30-year-old remastered interviews with veterans from World War I recounting their time in the trenches of Europe, and with veterans from World War II, Korea, Vietnam, and from our most recent conflicts in Iraq, Afghanistan, and other battlefields Americans may never have heard of. Hear their stories by listening to Warriors in Their Own Words wherever you find podcasts. Alors, on va parler du luxe maintenant, un peu dans le dur. Le luxe, c'est un marché qui se porte bien, qui s'est bien porté pendant toute la pandémie, en tout cas par rapport aux autres industries. Je me demandais, peut-être c'est un regard particulièrement CIS, enfin là où tu travailles, mais quelles sont les tendances dans le luxe? Comment vous voyez le marché du luxe? Évidemment, il y a plein de parties, les yachts, la beauté, le mode. Donc, mais comment est-ce que vous décodez ça? Mais là, c'est une question très large. J'espère que je ne vais pas être trop long. D'abord, le luxe est divisé en plusieurs types de luxe. Évidemment, il y a un luxe qui est plus accessible, moins cher. Les parfums, c'est moins cher qu'un yacht. Voilà, c'est simple. Donc, les parfums, tu peux en acheter un rouge à lèvres, tu peux en acheter un par semaine ou un par mois. Un yacht, peut-être un peu moins. Les tendances se dépendent de ça. Sur la partie parfum, cosmétique, parfumerie, c'est intéressant, mais ça se rapproche de plus en plus
du business dans les biens de grande consommation, c'est-à-dire offres, ciblage de consommateurs, publicité, décoration du point de vente, qualité du point de vente, etc. Le parcours du consommateur. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dedans, c'est les évolutions, évidemment, du digital. Qu'est-ce qu'on arrive avec le digital là-dedans? Et là, particulièrement, je trouve que c'est très intéressant en Russie parce que, en parlant vraiment de la parfumerie cosmétique, et je passerai au reste après, c'est que dans le monde maintenant, on dit le digital, le digital, le digital. De tous les côtés, ça explose. Ça explose et là, il y a une croissance du e-commerce de tous les côtés et le e-commerce va représenter 50% du business. Non. Alors peut-être un jour, hein, mais à court terme, pas forcément. Dans certains pays, oui. Dans certains pays, non. Et pas forcément parce que le digital n'est pas développé, parce que le digital et les plateformes digitales en Russie sont extrêmement développées. Et il y a des offres différentes. Il n'y a pas Amazon qui est là, mais il y a des concurrents d'Amazon qui sont de très très bonne qualité. Donc on pourrait voir que voilà, ça se développe, c'est là, c'est présent. Sauf qu'en Russie, il y a quasiment une saturation de points de vente en parfumerie. Il y a des points de vente partout. Donc à partir du moment où on est saturé, pour le choix, le consommateur, il a un choix, ou elle a un choix. Quand elle sort du métro, quand elle rentre à la maison, entre la maison et le bureau et le métro, mettons, il y a forcément un point de vente. Donc à partir du moment où il y a un point de vente, déjà le réflexe de s'asseoir derrière une planchette à la maison pour acheter un produit, surtout un produit qui est affectif, beauté, c'est moins le cas. Donc déjà chez nous, en Russie, le potentiel du digital n'est pas aussi important, n'est pas à 40% maintenant, parce que jusqu'au moment où il inventera une autre méthode de consommation, n'a pas un potentiel énorme, 15-20% maximum, ce qui est déjà pas mal, hein, mais 15-20%. Donc ce n'est pas le canal principal de distribution. Mais par contre, c'est un canal extrêmement intéressant pour être en contact avec le consommateur. Ça, c'est autre chose. Le consommateur, maintenant, effectivement, on a des touchpoints qui sont très, très larges. Il y a des méthodes du omnichannel qui s'est mise en place très, très rapidement. En plus, avec des moyens de paiement bancaire qui sont extrêmement sophistiqués. Beaucoup plus rapide. Moi, je rentre en France très souvent. C'est toujours la croix et la bannière en France pour payer quelque chose rapidement. Ils demandent encore le RIB. Ils demandent encore le RIB, exactement. Les Russes, ils voient ça comme de la préhistoire. C'est incroyable à quel point ça s'est accéléré, tout ce qui est commerce digital financier en Russie. Donc ça, c'est sur la beauté en tant que canal de vente, canal de distribution, modernité. Sur le reste de encore que il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est les points de vente. Une grosse modification de points de vente. Je n'ai pas vu ça ailleurs. J'ai pas vu ça encore dans d'autres pays. En tout cas en Europe, ce que je vois des évolutions. J'ai vu effectivement il y a 20 ans Sephora qui a battu. Qui vous appartient. Qui nous appartient, oui, qui a battu Marionneau il y a 20 ans, qui était intéressant, ils ont apporté un modèle nouveau. Ça pourrait ressembler à ça. En Russie, je vois ça devant les yeux maintenant, j'ai un acteur de la distribution qui qui a un modèle de point de vente qu'on n'a jamais vu dans le monde avant. Il lance des parfumeries de 1000 mètres, 2000 mètres, et le dernier qui vient d'ouvrir, 3000 mètres carrés. Je n'ai vu ça nulle part, ça n'existe pas dans le monde entier. Il y a des department stores avec des rez-de-chaussée, mais ils font jamais 3000 mètres carrés. Jamais. J'ai jamais vu ça. C'est énorme. Et ça, c'est des parfumeries. Mais il y a un mix dans la parfumerie entre le mass market et le luxe, avec du zonage, du zoning. Mais la qualité du point de vente, on dirait, non, c'est pas un Apple Store, c'est en beaucoup mieux qu'un Apple Store. En termes de qualité, de produits, de matériaux, le bois précieux, des bois pas précieux, mais des beaux bois. Mélange entre pierre, bois, métal, extraordinaire. Je trouve ça vraiment fabuleux de voir ça arriver ici, et pas en France, en Angleterre ou ailleurs. En Angleterre, il y a toujours Boots. Franchement, je regarde Boots et je regarde ça et je dis, mais c'est la préhistoire. Tu vois, en Espagne, que je connais bien l'Espagne aussi, c'est que du discount constamment. Ici aussi, il y a beaucoup de discount évidemment, mais il y a une qualité de service, d'offres, de points de vente qui est très intéressante. Donc ça, c'est parfumerie. Ce dont je m'occupe. Pour le reste, dans la fashion, la tendance en Russie, qui est très intéressante à voir depuis quelques années, elle est fondamentale pour ce pays. Les Russes, fortunés,
sont une des populations principales dans le monde dans les achats de produits de luxe. Ils achètent énormément à Londres, ils achètent énormément à Monte-Carlo, ils achètent énormément en Italie, à Paris évidemment, avenue Montaigne, etc. Et à New York aussi quand c'est possible. Mais principalement d'ailleurs ils achètent en Europe, peut-être un peu aussi à Dubaï parce qu'il y a des vols pour Dubaï directement. Ils achetaient dans les années 2000 principalement parce qu'il n'y avait pas d'offre de qualité en Russie. Et les produits étaient beaucoup plus chers. Il y avait une différentielle de prix qui était très importante. Dans les années 2010, en fait, depuis que je suis arrivé, c'est depuis les années même peut-être 13, 14. En fait, depuis la crise de 2014, entre déjà l'Ukraine et la Russie, là, les choses ont commencé à changer. La différence de prix s'est atténuée et il y a eu une multiplication de points de vente. On n'en a pas encore beaucoup. Ça sera jamais beaucoup parce qu'on n'a pas les espaces, les endroits, le trafic qui est suffisant pour ça. Mais il y a des grands points de vente qui sont vraiment des très beaux flagships et qui offrent un service et un choix de très bonne qualité. Et pour un Russe qui a de l'argent, se trouver sur les Champs-Élysées à faire la queue avec des Chinois, c'est impensable maintenant. C'est impensable. Il ne peut pas s'y porter, il tourne le talon, il part. Il ne va pas dans le magasin. Par contre, quand il arrive dans un magasin à Moscou, il n'y a pas de queue. Dans un magasin comme par exemple chez Louis Vuitton, chez Dior, il arrive, il n'y a pas de parfum. Le vendeur ou la vendeuse les connaissent parfaitement. Ils connaissent leurs envies, leurs goûts. Ils peuvent avoir déjà précommandé des produits pour eux. Donc une qualité de service et de personnalisation de service qui fait vraiment le luxe, qui est supérieure. Il commence à être égal, voire supérieur à ce qu'on peut recevoir en France. Et donc, si même il y a un différentiel de prix qui existe, pour les Russes, ils considèrent que ce différentiel de prix, ça vaut le coup, parce qu'ils ont peut-être même un meilleur service. Alors, c'est pas encore idéal, je dis pas que c'est comme ça, mais on voit que les Russes, mes clients, commencent à consommer. Ils consomment toujours en Europe, quand ils peuvent sortir, parce qu'évidemment, la pandémie, ça a compliqué les choses, mais ils consomment là-bas et ils consomment ici. Et là, ça, c'est une grande tendance pour nous, qui veut dire qu'on va certainement continuer à investir, et sérieusement investir, dans notre développement sur ce territoire. Je connais un peu la Russie, comme tu sais, et j'ai eu la chance de voyager et regarder un peu ce qui se passe en Chine dans le luxe, et ce qu'on m'a rapporté, puisqu'évidemment, je ne peux pas dire que je connais de manière personnelle, mais que dans les Tier 1, les grandes villes, Beijing, Shanghai, etc., le luxe a changé. D'abord, il y a une sophistication dans la compréhension de ce que c'est une marque par rapport à avoir un truc clinquant, grand chiffre ou lettres sur un manteau. Et deuxième point, c'est que dans les Tier 1 grandes villes, les consommateurs souhaitaient de plus en plus d'avoir des marques de luxe chinoises, fabriquées en Chine, faites chinoises, fierté chinoise. Et je me demandais s'il y a aussi dans cette sophistication et où une volonté de marque locale, aussi des tendances comme ça en Russie, enfin dans tous les pays. Non, il n'y en a pas pour l'instant. Ils sont très très loin de ça, donc ce n'est pas le bon timing. Ce n'est pas la bonne dynamique encore pour ça. Il y a eu, depuis les débuts de 90, il y a eu des stylistes russes, Zaitsev par exemple, qui était un styliste très reconnu dans les années 90, qui a même ouvert à Paris, si je ne me trompe pas. Il a développé des collections en Russie, mais ça n'a jamais pris, c'est jamais installé, ça n'est jamais devenu une marque comme Dior, Chanel ou Hermès ou Vuitton. C'est un peu trop tôt, je pense. Il y a peut-être moins la culture aussi qu'il y a en Chine de l'individu. Il y a quand même si les Chinois ont beaucoup travaillé avec les dernières, sous le régime chinois, il y avait beaucoup de collectivisation. Il y a eu quand même beaucoup de petits ateliers qui ont toujours existé à Shanghai, à Pékin, dans la province. Donc, on ne peut pas dire fabriqué pour le monde. Oui, alors il y a de la fabrication pour le monde, bien sûr, mais il fabrique des pièces en milliards d'exemplaires, mais il fabrique aussi des petites pièces. Et à partir du moment où il fabrique des petites pièces, ils connaissent le produit, et donc ils peuvent développer. Ce que tu dis, la fierté ou pas la fierté,
Ça, ce n'est pas encore apparu, je le vois pas. Ça viendra peut-être, certainement ça viendra, mais ça prendra un peu plus de temps. Moi, je l'encourage, hein, si ça vient, notre groupe, il sera ravi d'avoir. C'est même pas une concurrence, parce que je considère qu'il faut un écosystème dans le luxe. Il faut avoir plus de monde, il faut pouvoir se promener quelque part en ayant du choix et un choix qui se renouvelle, qui se flétrisse pas. Donc les marques, elles innovent dans leurs tendances, avec leurs stylistes, mais c'est bien aussi de voir de nouvelles marques qui apparaissent et des marques qui peuvent être locales. Donc moi, j'encourage ça. S'il y a, j'en serais ravi. Si on reste dans la mode, il y a un article qui vient d'être publié dans l'Indépendant en Irlande, écrit par Anne-Marie Tomczak, mon amie. Elle a dit la production d'habits a quasiment doublé dans les derniers 15 ans. Là, par exemple, on n'est pas forcément en train de parler du luxe, mais de manière générale. Avec encore plus qui est jeté à la poubelle. En revanche, le consommateur moyen achetait 60% plus de fringues en 2014 qu'en 2020 et l'a gardé pour juste la moitié du temps que précédemment. Donc, tout ça, c'est selon la recherche chez McKinsey. Et donc, il y a ce qu'elle dit, c'est une décroissance. Il y a un besoin du marché de la mode de revoir cette tendance de toujours plus, de toujours acheter plus, consommer plus, notamment dans la mode. Et combien est-ce que ça, c'est vrai dans le luxe et peut-être encore moins en Russie ou pas? D'abord, acheter toujours plus, c'est dans la fashion, dans la couture, dans la haute couture, mettons dans les produits de luxe. Il y a peu de gens qui peuvent se permettre d'acheter énormément. Donc, ce que tu dis, ça concerne peut-être les Zara, mais ça concerne beaucoup moins un producteur de valises à 1000 ou 2000 euros la valise. On ne peut pas en avoir beaucoup. Donc, plutôt on en achète et elle dure longtemps, mais c'est plutôt sur la qualité qu'elle peut durer. Après, évidemment, il y a aussi une tendance des fashionistas d'acheter plein de sacs, d'acheter plein de chaussures. Revendre aussi. Il y a un gros business. Et rent my one way, enfin, la location. Oui, il y a location, mais je pense que ça aussi c'est intéressant comme tendance, hein, ce qui va arriver, et puis tout ce qui est blockchain et toute l'économie et les possibilités qu'offre la blockchain, ça te permettra aussi d'avoir un service de second hand de très bonne qualité qui va devenir un second marché. Donc ça peut être très intéressant et ça peut permettre aussi d'avoir une autre population qui peut avoir accès. Ça a toujours un peu existé, mais c'était un peu sous le manteau. Maintenant, ça va peut-être commencer à exister de façon professionnelle. Je suis ravi de voir des startups qui se créent, qui sont rapides, qui utilisent des technologies qui apparaissent, qui permettent vraiment de garantir les choses. C'est que Nina avait travaillé dans une entreprise comme ça, Monochain, l'année dernière, et c'est un de leurs axes de développement, c'était justement le second hand, le marquage de la garantie du second hand. Mettons un sac Hermès ou un sac Chanel ou un sac Vuitton, comment le garantir que c'est vraiment un sac d'origine? Et tu peux le tracer de cette façon-là. Voilà. Après, oui, il y a je pense qu'il y a une grande tendance à un trop de consommation. Dans le luxe, il y a des gens dans le monde entier qui ont tendance à multiplier les achats parce qu'il y a dans le monde entier énormément d'argent disponible et quelquefois dans peu de mains. Et avec cette quantité de choses-là, on ne voit même pas la fin. On dépense et on ne voit jamais la quantité d'argent descendre. Donc, mais au niveau impact environnemental, je pense que c'est minime parce que c'est peu de gens. Par contre, sur tout ce qui est production de masse, là, c'est autre chose. Et alors, en Russie, il peut avoir un avantage. C'est peut-être en Chine, je ne sais pas. Évidemment, à la sortie de l'Union soviétique, les gens ont eu besoin de consommer pour rattraper un peu leur retard. Mais à la différence de la France ou de l'Europe de l'Ouest développée, beaucoup de gens ont conservé des petits appartements encore, où il n'y a pas forcément la possibilité de tout stocker. Et oui, donc il y a une limite entre ce qu'on peut faire. Et il y a aussi un autre phénomène. Dans les années 2000,
dès que les Russes ont commencé à avoir de l'argent, et quand je dis Russes, c'est les Ukrainiens, tous les pays de l'Est, de l'ex-Union soviétique, en fait, les gens, ils ont consacré leur argent à voyager plutôt qu'à acheter. Ils ont acheté des habits. C'est l'expérience. Parce que ça, c'était quelque chose dont ils ont été privés pendant des années, alors que les vêtements, ils en avaient, même s'ils ont été privés aussi. Mais le voyage, c'est autre chose. Je n'ai jamais vu de gens qui avaient autant voyagé et qui ont connu autant de pays que les Russes. Des gens qui ont beaucoup plus voyagé que toi et moi. Hein. Entre nous, l'expérience, c'est tout. Hein. Oui. Je termine. Dernière question pour toi, Alex, et puis je te laisse reprendre une vie normale, comme on disait au Guignol. La loi Pacte en France, la raison d'être, le purpose, est un sujet très tendance dans les magazines de marketing. Toutes les marques doivent avoir un purpose, une raison d'être. Et récemment, il y a eu le clock de Ben & Jerry's et Unilever, en voyant que voilà une marque qui a un purpose très affiché, mais qui cloche ou qui n'est pas tout à fait uniforme dans toute la marque, toute la société Unilever. Chez LVMH, quel est le poids du purpose et est-ce que ça a un sens et comment le déployer dans toutes les marques? Est-ce que c'est quelque chose dont vous vous préoccupez beaucoup ou pas? Déjà, chez LVMH, chacun se préoccupe de soi. Donc, chaque maison, c'est vraiment une structure. Il faut oublier que LVMH, c'est une holding avant tout. C'est pas un groupe comme Procter ou comme Bonne Générie ou comme L'Oréal. C'est une holding. Et donc, il y a une énormément de différence entre une façon de fonctionner d'une marque qui va être dépendante aussi de son président et de ses équipes et d'une autre marque et du type de business dans lequel on est. D'accord. Ensuite, il y a le fait qu'on travaille quand même, on a un purpose, c'est la beauté. De plus en plus de la beauté, mais sustainable, de plus en plus. Alors, on peut dire c'est un sujet qui revient, qui est partout, mais tant mieux. Tant mieux si tout le monde le fait. C'est bien de dire ah ouais, on a été les premiers. Oui, mais il y a toujours un premier et bravo qu'il y ait un premier. Il y a toujours des pionniers et il y a ceux qui arrivent après. Ben, tant mieux si tous les autres suivent. Ils commencent à faire du packaging qui est plus protecteur de la nature. Ça, je ne peux qu'encourager ça. Surtout que nous, dans la parfumerie, on a beaucoup d'emballages. Et c'est un problème, donc il faut effectivement éviter que l'emballage soit nuise à la planète. Donc ça, on le voit arriver de plus en plus comme tendance. Mais sinon, dans tout ce qui est fashion, dans tout ce qui est style, c'est toujours l'idée, c'est faire des beaux produits. On touche quasiment sur certaines gammes de produits, on touche à l'artistique. Et d'ailleurs, on est très impliqué. Un des axes sur lequel on est présent en Russie, c'est l'artistique. Pas en tant que direct, on ne le met pas trop en avant, mais l'exposition Morozov qu'il y a maintenant à la Fondation Vuitton à Paris est une exposition qu'on a ouverte avec Bernard Arnault il y a 2 ans à Saint-Pétersbourg. Et ensuite, elle est venue, la pandémie a ralenti les choses, mais il y a eu Choukine avant, Choukine qui a fait Paris, ensuite elle est venue à Moscou, était inaugurée par Bernard Arnault à Moscou en juin 2018. Ensuite, c'est parti à Saint-Pétersbourg, enfin ça fait tout un tour, mais c'est une présence forte qui est assez discrète, prend devant, mais que je trouve pour moi formidable dans la culture et la musique aussi. Par exemple, plein des personnes collaborent beaucoup avec des musiciens classiques, souvent, Spivakov et autres, et on supporte des jeunes talents, on a des fondations qui supportent des talents en termes de jeunes artistes, jeunes solistes à Moscou. Et moi, je connais mon amour aussi pour pas seulement le jazz, mais la musique classique, donc ça, j'aime beaucoup cette direction, mais à la fin, il y a une finalité qui est quand même de faire des belles choses durables. Belle chose, la durée. Si on regarde la finalité, dans beaucoup de choses, beaucoup d'entreprises peuvent avoir des finalités qui sont assez court-termistes. On dit quelque chose aujourd'hui, dans 3 ans, on dira peut-être autre chose. Il y a une chose qui reste une tendance, et Bernard Arnault le dit souvent, c'est moi j'ai une montre à mon poignet, dans 20 ans, mon fils aura la même montre à son poignet, c'est-à-dire il y a ses montres. Est-ce qu'il y aura cet iPhone-là ou il n'y aura pas cet iPhone? Il y a cette fameuse marque qui dit je l'emprunte seulement, la montre. Oui, exactement. Je l'ai pendant une petite période.
Voilà, il y a ça comme purpose, faire des beaux produits, nuire le moins possible à la planète. Oui, c'est des produits chers, évidemment, c'est des produits chers, il n'y a rien à dire, c'est des produits que des gens fortunés achètent, mais pas que. Il y a des produits accessibles dans tout ça, il y en a qui sont moins accessibles. Voilà. Dernière question, Alex. Pour quelqu'un qui voudrait travailler dans le luxe, qui est jeune, qui sort de l'école, quel conseil lui donnerais-tu? J'avais exactement la même question hier. J'avais une interview de jeune fille qui téléphonait de France à 25 ans. Et c'est intéressant, elle travaille déjà depuis 1 an chez un parfumeur à Grasse, enfin pas à Grasse, qui est un fabricant de parfums, industriel un tout petit peu. Et elle me demandait qu'est-ce qu'elle pourrait faire, le luxe l'intéresse. Est-ce qu'il faudrait rentrer directement, pas directement, la Russie, pas la Russie. Bon, d'abord, je pense que maintenant, les jeunes ne commencent pas à travailler à 25 ans, 26 ans, commencent à travailler assez tôt. Et typiquement, avec mes filles, je le vois en ayant fini déjà avec un bachelor. Tu as des propositions très intéressantes et la question même se pose maintenant, est-ce qu'il faut faire un master et encore, est-ce qu'il faut faire un MBA? That's the question. Et je pense qu'il faut, les gens doivent multiplier un peu les expériences déjà au début, avoir quelques expériences, ne pas se foncer dans une voie tracée, mais se dire à 21 ans, de toute façon, on ne connaît pas grand-chose, on n'a pas encore compris ce qu'on veut à 20 ans, donc cherche, regarde, look around. Et c'est très important pour un recruteur aussi de voir des gens qui ont eu cette curiosité d'esprit, cette démarche, cette adaptabilité dans un monde qui aura besoin d'adaptabilité. Ensuite, dans un deuxième sens, je pense toujours que ce n'est pas forcément en rentrant directement tout jeune dans une boîte de luxe qu'on aura la meilleure carrière dans la boîte de luxe. Donc, une expérience, par exemple, chez L'Oréal, une expérience chez Unilever, chez Procter, qui sont pourtant des entreprises industrielles et quelque part un peu systématiques. Un peu moins L'Oréal, je dirais, mais beaucoup plus Procter. Et pourtant, ça fonctionne. Mon patron, le DG, directeur général de LVMH, Tony Belloni, est un proctérien, a fait Procter & Gamble pendant 30 ans. Il a une super carrière chez Procter. Il a parfaitement réussi chez LVMH. Donc, il y a une formation. C'est-à-dire que c'est intéressant, ces grandes entreprises comme Procter, L'Oréal, installent des process de fonctionnement dans la tête. Et pas seulement des évitements de fonctionnement ou des solutions ad hoc. Et c'est très important dans notre milieu, dans le milieu de LVMH, parce qu'on a des grosses entreprises qui sont capables elles-mêmes, comme Vuitton, d'avoir déjà un système en place, ou comme Sephora, parce que c'est des boîtes de 10 milliards et plus, donc c'est des boîtes en soi. Il y en a d'autres qui sont minuscules. On a des entreprises qui font 10 millions de chiffre d'affaires. Et 10 millions, on n'a pas de système en place. Donc, de là à avoir des gens qui arrivent avec déjà des choses, comment on lance un produit, comment on le fait, tout en gardant le côté petite entreprise, ça c'est important. Donc, je dirais qu'il y a pas mal de façons d'y arriver. Le camion, c'est pas la meilleure solution. Donc, faire commencer par Iveco, c'est peut-être pas ce qui va amener quelqu'un à travailler chez LVMH, mais on peut commencer chez LVMH, ça dépend où on veut rentrer. Si on veut rentrer par exemple dans la fashion, si on veut travailler, si Vuitton intéresse, oui, dans ce cas-là, il faut rentrer chez Vuitton assez rapidement et avoir une expérience boutique, avoir une expérience produit, avoir une expérience contact client, parce que c'est ça qui compte. Si on veut travailler dans la parfumerie, pas forcément rentrer tout de suite chez LVMH, on peut rentrer tout de suite et on peut ensuite rentrer plus tard. Voilà. Alex, il me reste plus que de remercier. Thank you, mate. C'était un plaisir de discuter avec toi. Tu peux reprendre une vie normale. Si tu voulais indiquer un moyen de suivre qui tu es, ce que tu fais, est-ce que tu auras une adresse à envoyer? Sinon, LVMH, regardez tout ce que vous faites. D'accord. Merci beaucoup, Minter. Passe un très bon week-end. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
of a stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust is the reason, still I won't toe the line. I sit here passively, hope for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man building an urge. I'm a convinced man to live and die submerged. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust in my reason and let me show you why. I'm a convinced man practicing my lines. I'm a convinced man here in these confines. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, admit to the test. I'm a convinced man, I'm ready for an arrest. I'm a convinced man in the arms of a woman. I'm Ken Harbaugh, host of Warriors in Their Own Words, a podcast that presents the unvarnished, unsanitized truth of what we have asked of those who defend this nation. As a country, we need these stories more than ever. Stories from Americans who have borne the battle, including 30-year-old remastered interviews with veterans from World War I recounting their time in the trenches of Europe, and with veterans from World War II, Korea, Vietnam, and from our most recent conflicts in Iraq, Afghanistan, and other battlefields Americans may never have heard of. Hear their stories by listening to Warriors in Their Own Words wherever you find podcasts.